Khabib Nurmagomedov. Qu'est-ce qu'on sait de Khabib Nurmagomedov? C'est un combattant russe qui luttait avec des ours du Daghestan, très précisément. Merci. C'est important pour la suite. Qui luttait avec des ours quand il était petit. On l'a vu, il a commencé à lutter le judo très très tôt dans sa vie. Son père était lutteur, bien évidemment. Comme beaucoup de Dagestanais, Tchétchènes. La lutte et le sambo, c'est dès que t'es petit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ceinture noire de sambo est également ceinture noire de judo. Parce que le judo et le sambo vont de pair, bien évidemment. Donc il a un gros bagage au sol, bien évidemment. Il fait ses armes sur le circuit russe, qui n'est pas l'un des plus faciles. Tu connais un peu le circuit russe. Les belles années du M1, il illustre au M1 au moment où c'est le plus dur. Au Pro FC également, on l'a vu. Actuellement, le M1, depuis l'arrivée de l'ACB, a un peu chuté. Même si, on en a parlé récemment, le M1 est peut-être en train de remonter là. De remonter un petit peu sa cote. Grâce à ce nouveau partenariat avec l'UFC. Avec l'UFC, mais voilà. Lui, en tout cas, il était au M1 au moment où c'était vraiment dur. Vraiment. Et il a gagné, il a battu tout le monde, clairement. Il est toujours invaincu aujourd'hui, donc voilà, on comprend bien qu'il n'a perdu aucun combat. Derrière, contre Gleison Tibao, il a perdu, mais bon, ça vaut pas le dire. Moi je suis d'accord avec toi. En plus, il le perd vraiment. Mais après, Gleison Tibao, on sait que c'était une formation ambulante à l'époque aussi. Peut-être même aujourd'hui encore. Il est suspendu, non? Il est suspendu, ouais. Voilà, c'était aujourd'hui encore. On pourra pas nous attaquer en diffamation. N'empêche qu'il y avait une particularité entre ces deux combattants, c'est que c'est deux spécialistes des amenés au sol, et c'est les deux combattants qui ont le plus d'amenés au sol réussi à l'UFC. Je sais que Khabib a un record sur un combat, c'était contre... Patili? Non, c'était contre... Non, je vais te dire, c'était contre... Trujillo? Abel Trujillo, exactement. Où il a réussi combien? 21 takedowns. C'est énorme. Alors, par contre, la manière... Alors, 21 takedowns, je remets ça en perspective, parce que l'UFC a une manière de comptabiliser takedowns qui est un peu bizarre quand même. Il amène son adversaire au sol, son adversaire tombe sur les fesses, il se relève immédiatement, ça compte comme un takedown. Derrière, il le reprend, il le rejette au sol, et il fait ça 4-5 fois. Même si tu sprawls, c'est un takedown. Je sais pas, en tout cas, ils avaient compté, ils ont enchaîné les takedowns à une vitesse... Toi, t'es d'accord avec eux? Non, parce qu'il est tombé sur les fesses. Il semblait qu'un takedown, c'était contrôler les épaules au sol. Il y a un contrôle. Alors en jiu-jitsu, c'est comme ça. On marque pas les points du takedown si on n'a pas contrôlé le. Même en MMA, il me semblait que c'était. À l'UFC, non. À l'UFC, les fesses par terre. On le vérifiera parce que aux impressions du début. Non, mais si tu regardes. Mais regarde le combat. 21. Comment c'est possible de réaliser 21 takedowns dans un combat? Par exemple, et je sais que je vais prendre mon exemple personnel. J'ai à un de mes combats. Je prends un takedown, ensuite mon adversaire il essaye plus ou moins de m'emmener au sol, donc effectivement mes fesses vont toucher le sol, peut-être 2 fois, mais à la fin du combat il y aura une amenée au sol de comptabiliser. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. Après ça a peut-être changé parce que le combat contre Rilo il date, non? Le combat contre Trujillo, ça a peut-être changé. C'était en 2013. J'ai eu le cas et j'ai eu qu'un seul takedown. Mais t'avoueras quand même que 21 takedowns réussis en 3 rounds, c'est monstrueux, c'est énorme. Ça m'étonnerait que 21 fois il lui ait plaqué les épaules au sol et que l'autre se soit relevé. Alors pas forcément les épaules, mais je veux dire une amenée au sol vraiment bien marquée et bien distincte quoi. C'est-à-dire si je t'emmène au sol et dans la seconde je suis debout, c'est pas vraiment compté comme une amenée au sol. Par contre si effectivement je t'emmène au sol, alors t'es sur les fesses, mais quand même j'arrive à t'immobiliser 2-3 secondes, je pense que là effectivement on le prend en compte comme une amenée au sol. Bon bref, il fait du bruit à l'UFC avec ses victoires, parce qu'il est invaincu déjà, l'UFC aime bien ça, les combattants invaincus. Il vient et il y a effectivement ce combat contre Gleison Tibao. C'était son deuxième combat, je crois, à l'UFC, on va vérifier tout de suite. Deuxième combat à l'UFC, qu'il gagne par décision unanime, même si effectivement ça aurait pu aller du côté de Gleison Tibao. Il faut dire que les deux hommes ont un style très similaire. Quand même, deux forces de la nature. Gleison est peut-être plus chargé. Voilà. Ça a été avéré. Si c'est avéré, on peut le dire. Alors, il était peut-être plus chargé que Nurmagomedov. Et les deux. Quelques vitamines. Et les deux avaient le même style, donc les deux viennent coller et ils aiment jeter leur adversaire au sol. Bref, il gagne ce combat, il enchaîne les victoires. Il y a cette victoire contre Rafael Dos Anjos, qui est une victoire importante quand même dans sa carrière. C'est sa plus belle victoire. Peut-être. La victoire contre Darrell Archer, il me semble que Darrell Archer était C'était un remplaçant. Un remplaçant, short notice. Short notice. Khabib n'avait pas combattu depuis très longtemps. Il avait eu du mal quand même. Mais c'est normal, je pense que là pour le coup tu il était vraiment lié à ses blessures, etc. Alors on parle de Conor McGregor qui revient après 2 ans d'absence qui est pas rouillé, mais Khabib lui il combat pas pendant 6 mois mais il revient il est rouillé. Mais je pense que c'est pas le même style. Voilà, si tu passes une année blessé, Antoine, une année blessé. Où tu peux pas t'entraîner. Où tu peux pas t'entraîner, où on sait qu'il a pensé même à prendre sa retraite. Il en avait parlé plusieurs fois. Donc voilà, il bat Darrell Archer qui est pas un très bon combattant, mais il le bat. Qui vient de débuter à l'UFC en plus. Voilà, et puis là surtout la suite de la carrière de Khabib c'est quoi ? C'est qu'il arrive enfin à enchaîner les combats.
Donc malgré les petits... Parce qu'il avait des soucis hein, pour c'est ça, ça. d'être constant. Il était toujours blessé. Mais il s'entraîne dans un gym à l'AKA où très souvent il y a des blessures parce qu'ils se partent comme des malades. Mais excusez-moi. On se souvient que Dana White avait dit qu'ils étaient à l'âge de pierre. Hein, ouais, c'est ça. Et là, après, il enchaîne avec trois victoires contre des beaux adversaires. Il y a Michael Johnson. Michael Johnson, déjà, c'était un combat qui l'a propulsé, je pense, vraiment sur le devant de la scène. Après, Michael Johnson, il est très très irrégulier. Il est capable de taper Ferguson et de perdre après n'importe qui. Mais est-ce qu'il ne sortait pas d'une victoire contre Dustin Poirier? Dustin Poirier, exactement. Donc, quelque part, il avait le vent en poupe. Ouais, ça je te l'accorde. D'accord, mais je suis totalement d'accord avec Jonathan. Il est très irrégulier. Ça on le sait. Il est capable de, il a battu Ferguson par exemple. N'empêche que il a des défaites qui sont Habib l'a balayé. Improbable quoi. Même s'il a pris des coups. Après, vu que tu as fait la remarque en début d'émission, on va le dire. Hein. Michael Johnson, il combat dans quel KT maintenant? En featherweight. Voilà. Donc je pense que ça a toujours été un tout petit lightweight. Il est grand quand même pour la catégorie featherweight. Et puis il a du mal à... Il coupe pas beaucoup de poids. Ouais, il a jamais coupé beaucoup de poids. Donc il bat Michael Johnson devant Dana White où il demande vraiment le combat pour la ceinture parce qu'effectivement il est sur une série de victoires impressionnantes et lui on n'a pas la considération qu'on a pour lui qu'on aurait pour un Rafael Dos Anjos, un Eddie Alvarez ou un Conor McGregor bien évidemment. Et je pense qu'il se sent un peu frustré quelque part Khabib. Parce qu'il dit je suis invaincu, je balaye tous mes adversaires, il n'y a personne qui peut me tenir tête. Dit, ouais. Et pourtant voilà on m'offre pas les combats que je mérite. Bref. Après à ce moment-là il n'était pas légitime. Hein, après Michael Johnson déjà il était un peu plus. Après Michael Johnson, je pense que là d'accord mais au moment de on commence à parler de lui. Il n'était pas forcément légitime à avoir. Après il tape qui? Edson Barbosa. Alors, Barbosa, il était en forme. Hein, il est sur mesure, adversaire sur mesure pour Khabib parce que c'est quelqu'un qu'on adore tous voir combattre parce que c'est un super striker, il est super flashy, mais il a aucune takedown defense. Il a peu de défense. Il a aucune takedown defense. Non, il en a plus qu'à ses débuts. Même ta grand-mère, elle l'amène au sol. Non, elle l'amène pas au sol. J'en suis sûr. Il a aucune takedown defense. Il a progressé avec le temps. Ne sois pas négatif. Et surtout, c'est un striker, mais c'est surtout un contre-attaquant. Et surtout, il se sert beaucoup de quoi? De ses jambes. Et quand tu es contre un lutteur, c'est quand même un peu plus compliqué. Et puis il est courageux, hein, Barbosa aussi, parce que ce qu'il a pris dans le combat, c'était dur. En tout cas, c'est une vraie démonstration pour Khabib. Il lui roule dessus. Il lui roule dessus littéralement. Ah mais littéralement. C'est un naufrage. C'est un naufrage. Je pense qu'au premier round, après la 2 ou 3e amenée au sol de Khabib, tu vois une photo qui circule, tu vois la tête de Barbosa pleine de désespoir. Non mais il me semble qu'au premier round, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Barbosa se sortait pas trop mal au début du combat avec ses low kicks, ses middle, il frappait fort, il a commencé très fort, et à partir du moment où il se fait mettre au sol, il n'arrive plus à se relever. Il arrive à peine à se relever, dès qu'il se relève, hop, il se retrouve à nouveau au sol. C'est une noyade, c'est une noyade. Sur le striking, on voit qu'il commence fort, mais il y a une petite dette d'oxygène quand même que se sortir. Et l'emmène au sol. Quelque part, c'est quelque chose aussi qui me fait peur pour les adversaires de Nurmagomedov. Enfin, c'est sa force, c'est que voilà, une fois qu'il vous a attrapé, qu'il vous a plaqué au sol, on a vu ce qui s'est passé. C'est une noyade. Voilà, il envoie des coups. En plus, il frappe dans toutes les positions et il frappe fort. Après, d'accord. Il frappe fort. Il tape pas fort. Il a fini combien de combats? Non mais il frappe fort. Tu peux pas Alors je suis d'accord. Il a un grand and pound. Non. Il a un grand and pound. C'est du volume, mais c'est pas de la puissance. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Regarde la manière dont il frappe. Il a vraiment un grand and pound efficace. Ça veut dire que pas forcément volumineux suffisamment pour pouvoir mettre KO, mais par contre il fait des vrais dégâts. Il fait mal. Je veux dire, il fait des vrais dégâts et on le voit à l'impact que ça rigole pas. Maintenant, pour revenir sur Conor, il n'a pas pris de striker aussi précis et avec autant de timing que Conor. Donc c'est pour ça que vraiment je suis curieux de voir en fait ce combat il peut vraiment basculer dans... Moi je pense qu'on l'aura compris, je pense que Conor va l'emporter. Si je devais parier ou si je devais vraiment me mouiller sur ce combat, je choisirais Conor parce que je pense que il a peut-être mieux abordé ce combat là que Khabib et il a de meilleures armes pour le terminer. Maintenant, oui, je te vois, tu fais la grimace, mais tu vois Khabib le soumettre ou le mettre KO. Bien sûr. Mais Khabib peut le soumettre. Khabib, il attrape Conor. Qu'est-ce qu'il va faire, Conor? Khabib, il finit pas ses combats. Khabib, c'est un mec. Mais Khabib, il finit les dessus. combats. Pourquoi il a pas arraché le bras de Michael Johnson? Il finit pas les combats. Il avait pas arraché le bras. Il a arraché le bras, oui, mais parce qu'il l'a battu, il l'a tabassé d'abord. Bah, il tabasse les mecs, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que regarde, Barbosa, tu vois. Enfin, Barbosa, c'est incroyable qu'il l'ait pas fini. C'est 3 rounds. Et Yaquinta, c'est combien? Quand il prend la ceinture et le termine. Il s'est amusé dans le combat contre Yaquinta. Il s'est amusé. Il a fait 2 rounds de boxe avec Yaquinta. Il a fait 2 rounds de boxe. Il a fait 2 rounds de boxe. Attends. Pourquoi il fait 2 rounds de boxe? C'est parce que à partir du 3e round, Yaquinta, il comprend les amener au sol de Khabib, notamment sur le single leg, et il échappe à toutes. Il échappe à toutes. C'est un super lutteur, Yaquinta. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur ce point. C'est un bon lutteur. Moi je trouve, les gens disent qu'il l'a tabassé, moi je trouve qu'il s'en est bien sorti quand même. Oui, il s'en est bien sorti. Il perd le combat, c'est indéniable, de manière nette. nette. Mais je trouve que
quand même, pour un mec qui est arrivé là un peu par hasard, La veille. je trouve La veille. qu'il s'en sort plutôt pas mal. Parce que Il est arrivé là la veille. Il a mis en lumière quelques défauts évidents de Khabib pour moi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce combat? Et je pense que c'est la principale inquiétude qu'ont les spécialistes par rapport à Khabib Nurmagomedov, c'est ce combat contre Ali Akunta, où on a vu plusieurs de Même ses contre points Michael faibles. Johnson. Contre Michael Johnson, il a pris des coups déjà. Non, il se fait toucher. Il se fait toucher au début, je suis d'accord avec vous. Il se fait toucher. Mais là, touché, qu'est-ce c'est qu'on bien voit touché. dans le combat contre Yakunta? Mais On est-ce voit qu'on- que Nurmagomedov est lent, déjà, avec les points. En boxe, la boxe, c'est pas ça. On voit bien qu'il prend des coups de Yakunta. Et on voit que ses points sont lents et qu'il voit pas forcément Mais tous les il coups touche, arriver. il touche quand même Yakunta pas mal parce qu'il a des angles bizarres en fait. Tu sais Oui. Il a l'effet de surprise avec des angles un petit peu bizarres et surtout il met beaucoup de volume dans ses coups. Il met beaucoup de volume. Mais t'avoueras que Yakunta, c'est quelqu'un qui reste campé quand même sur ses appuis, Oui. qui reste face à son adversaire. McGregor, on sait très bien, c'est quelqu'un qui est un spécialiste Un du jeu de mouvement jambes, et du déplacement. extraordinaire, Voilà. Donc pour cadrer McGregor, ça va être une plaie. Ça va être compliqué. Maintenant, on l'a vu sur le précédent combat de Nurmagomedov, il charge ses adversaires, lui il va jusqu'au bout. Quand il tente un takedown, il abandonne pas en Le à problème- Tu mi-chemin. as vu ce qui se passe quand tu cherches Connor aussi. Hein, je veux Bah, dire, Alvarez, tu sais qu'Alvarez il se met mettre KO, mais la technique qu'il le met KO, il la prend 3-4 fois dans le combat. Hein. Il prend exactement le même déplacement, il prend le même coup. Et Et- il se met KO comme ça. À chaque Alors- fois qu'il se fait toucher, je t'invite à encore D'accord, pareil, d'accord. revoir le combat, mais tu verras qu'il prend exactement le même mouvement à chaque fois. Donc charger Connor, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que il est assez vicieux hein, dans son style. Hein. On voit que des fois il est prêt à sacrifier, limite à se faire frôler le visage pour te faire penser que tu l'as touché pour derrière contrer de manière très efficace. Donc je suis pas sûr que le charger soit vraiment une Après bonne idée. Taylor, Khabib, les deux points faibles qu'il peut avoir et qui peuvent profiter à Connor, c'est quoi? Le premier, c'est que quand on met de la pression, il arrive avec le menton en l'air. Très haut. C'est Menton vrai. en l'air. C'est Le menton l'a fait. une cible. Le deuxième point faible de Khabib, c'est que sur ses amenées au sol, tu l'as dit, il est un petit peu lent. C'est pas un lutteur américain de cette dynamique qui va sauter sur un double leg. Qui arrive sur un double et Ses entrées au clinch, ses entrées au corps à corps, Ouais. Elles Sont un sont peu hasardeuses. il est on très peut le ouvert. dire. Il est Elles sont très très bien ouvert. Effectivement, contre- une fois que tu l'as sur le dos, Après, Une fois qu'il c'est est compliqué. attrapé, une fois qu'il a une C'est- saisie c'est n'importe un poison. laquelle, et là un c'est poison. pour s'en C'est défaire, c'est compliqué. impossible. C'est mais compliqué pour y après. arriver, Et les combats commencent comment? il marche un Commence peu sur debout. des œufs. Voilà, c'est ça. Alors, tout ça pour venir, donc, on était sur la présentation des deux combattants. Donc, Khabib prend la ceinture face à Ali Akunta parce qu'on vous rappelle, à l'origine, devait affronter Tony Ferguson qui, lui, s'est blessé au dernier moment. 15 Et- jours avant. Voilà, 15 jours. Ali Akunta, non, c'est moins de 15 jours avant. Non, Ferguson, c'est 10 jours avant. Après, ils appellent Max Max Holloway Holloway, qui monte et qui. mais qui ne fait pas le interdit poids. qui Voilà. arrive, de- qu'on de- on de- interdit, on lui stop. interdit de continuer Voilà, à parce peser. que voilà. Et donc, au final, on demande à Ali Akunta, qui était prévu sur la carte préliminaire. Préliminaire, hein, c'est Ouais. ça? Ou il était Non, premier il combat de était la main sur, card? il est sur la main card, je crois. Bah, Contre c'était Paul à Felder. Brooklyn et que C'est c'était un Felder, quelqu'un je du crois, coin. qui est en préliminaire. Non, Non, c'est mais il était Yakunta contre Felder. Felder. C'est Yakunta Felder, le Et combat. donc, tu as fait bien de dire, on va préciser que Yakunta se préparait un combat de kickboxing contre Felder, effectivement. Felder, c'est un kickboxer. Plutôt, oui. Ouais. Et donc, il prend. Mais bon, tu l'as précisé tout à l'heure, Yakunta, il a une solide base de lutte. Oui, ça Quand je te même. l'accorde, ça y a Voilà. pas de souci, ouais. Donc, grâce à cette victoire, Khabib devient le nouveau champion. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? L'UFC a décidé de déposséder Connor de sa ceinture. Comme Connor ne l'a pas ouais. défendu, ils disent voilà, on va déposséder Connor et surtout, ça leur permet surtout de vendre derrière le combat, le retour de Connor. Et il destitue Tony Ferguson de sa ceinture intérim. Exactement. C'est dommage d'ailleurs pour Ferguson parce que Ferguson méritait aussi de combattre contre Conor McGregor. Ça nous aurait fait un combat très Ça intéressant. aurait été même plus compliqué, je pense. pour Je Connor. pense aussi parce que la différence Il est plus- de c'est- style il est moins flagrante voilà, entre les deux. Ouais, et puis il est un peu plus complet. il est plus complet et puis il est plus imprévisible. Alors, c'est une bête aussi. ne vous inquiétez pas, on peut encore avoir ce combat Ferguson-McGregor. Si Ferguson s'impose face à Pettis, on peut être quasiment sûr que ce sera le prochain adversaire de McGregor, si McGregor s'impose également. Ou si Nurmagomedov se blesse, dans ce cas-là, Ferguson prendrait la place de Ouais, Nurmagomedov je vous le dis, je vous automatiquement. le dis tout de suite, hein, si Connor gagne contre Habib et si Diaz bat Poirier, ils ont besoin de faire de l'argent. Ah, ils Ça vont sera refaire Diaz. Ça sera Connor contre Diaz. C'est une autre possibilité, effectivement. C'est la machine à cash assurée. Hein. On attend de voir. 3, il y a une ceinture en jeu. Voilà, donc vous avez un dans peu la une bonne idée. caté, donc, Voilà, de- Ou Tyron Woodley pour la 170. Ça me semble Il en un a peu, parlé beaucoup de fois. Hein. Ça me semble un peu moins probable quand même. ce donc- serait, ouais, oui et non. Ne vous dissipez pas, s'il vous plaît. Pardon, désolé. Voilà. Connor Donc, veut tout vraiment ça- marquer le truc hein, dans l'histoire. Donc, D'autant plus qu'il vient de signer un nouveau contrat. donc, On va en parler à l'instant. Ouais. Donc, on a une petite présentation de nos deux combattants. D'un côté, l'actuel champion. De l'autre, le champion, l'ancien champion qui veut récupérer son titre, bien évidemment. Au niveau du style, vous l'aurez compris, on a d'un côté plutôt un striker, Conor McGregor, et de l'autre, un lutteur. On est d'accord. On peut les cataloguer comme ça. On peut vraiment les cataloguer Ouais, l'un et on l'autre peut. comme ça. Parce qu'on a vu Conor McGregor sur le dos plusieurs fois dans sa carrière, contre Mendes notamment, ou contre
D'ailleurs, on a vu très peu sur le dos en fait. On l'a vu sur le dos contre Mendes où il ouais. s'échappe brillamment. On l'a vu contre Ned Diaz à la fin du premier round où il le sweep avec un niveau de jiu-jitsu de très haut niveau. Et puis sinon, non, t'as raison. Voilà, donc on sait. En fait, il y a toujours une inconnue quelque Est-ce que je part. peux juste ajouter sur les points forts? Pour moi, en fait, les deux, on dit striker, lutteur, pour moi, les deux, ils ont le même point fort. C'est le mental. Non. C'est que les deux combattants, leur principal point fort, c'est que les deux, ils sont capables d'imposer le rythme du combat à leur adversaire. Khabib en avançant tout le temps, en pressant avec son jab un peu bizarre, en étant toujours sur le dos de son adversaire, en toujours menaçant avec les takedowns. Et McGregor, il contrôle le rythme des combats en essayant, de par ses déplacements, c'est lui qui décide quand ça accélère, c'est lui qui décide quand il y a des petits temps morts. Et pour moi, c'est vraiment leur point fort principal, et c'est le même, c'est cette maîtrise du tempo. Je sais pas ce que t'en penses, Taylor. C'est pas quelque chose qui est le primordial, mais pour moi c'est ça, c'est maîtriser le tempo. Je te rejoins là-dessus, c'est deux combattants très dominants dans leur combat. Et un mental solide, on est d'accord. D'un côté comme de l'autre. Ouais. Ah si, ça c'est important. Ouais, non, mais On a déjà vu des combattants prendre 2-3 coups et je suis s'effondrer d'accord. complètement. Voilà. Correct. Nurmagomedov a pris beaucoup de coups dans sa carrière. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais cédé. Il n'est pas parti au tapis. Et alors, petite question. Qui Nurmagomedov n'a-t-il pas amené au sol? On l'a dit. Tibao. Il avait amené, si. Il l'a amené. Ouais. En fait, il a amené tout le monde. Tout le monde. Tous les gens qui se sont retrouvés dans la cage face à Nurmagomedov sont partis au sol à un moment ou à un autre. Est-ce que McGregor aura les capacités techniques, je pense même pas physiques, je parle de technique, pour se relever? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Barbosa. Barbosa, à partir du moment où il s'est retrouvé au sol, il n'a jamais pu se relever. Et il a pris une série de coups tels que quand il s'est relevé à la fin du round, c'était plus le même. Moi je sais pas, contre Mendes il se relève plusieurs fois, alors après c'était en 145, il n'y a pas de problème, mais il avait son ligament croisé en vrac. Il a une bonne défense de soumission de son dos, et puis surtout les gens oublient, mais contre Ned Diaz au premier round, Ned Diaz l'amène au sol. Ned Diaz, Connor est sur son dos, Ned Diaz est dans sa garde, et Connor le sweep quoi. Donc on l'a déjà vu quand même 2-3 fois être au sol et se relever assez rapidement. Moi, j'ai pas d'inquiétude quant au fait de ce côté-là, non, de savoir s'il va se relever ou pas. Je pense que il réussira à se relever. Tu penses qu'il va aller au sol dans le combat? Je pense qu'il se fera emmener, Ouais, parce qu'il y a un moment où Khabib c'est un monstre en face. Voilà, Khabib reste quand même Khabib, donc je pense que Khabib va réussir à un moment donné à lui mettre la main dessus, mais je pense qu'il va réussir. Alors il y a un autre truc aussi, c'est que Khabib, on sait qu'il est, comme disent les Américains, relentless. Lorsqu'il attaque en takedown, il s'arrête jamais. Donc une fois qu'il vous a attrapé, s'il vous a pas amené au sol, il vous lâchera pas, il continuera d'insister. Quand il a comme ça, il a lâché l'affaire à un moment. Après, il faut voir je pense que c'est lié à sa stratégie. La manière qu'il aura de gérer aussi les coups qu'il va recevoir, parce qu'il va ça aussi. recevoir. Donc lutter quand t'es à l'aise, c'est pas pareil quand tu prends des coups. Il y a un coup que Connor place très bien et qui te vide la jauge. Je pourrais mieux en parler d'autres, c'est le coup, tu sais, le front kick là, avec où t'as le bout des orteils qui te poignarde en plein plexus là. Contre Mendes, c'est comme ça qu'il vide la jauge, contre Alvarez aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut vider la jauge de Nurmagomedov? Bien sûr, c'est un être humain, enfin je veux dire, il se fatigue comme tout le monde. Alors, je vous rappelle quand même qu'il est invaincu en 26 combats de MMA. Il a affronté à peu près tout ce qui se fait dans le monde de MMA, des strikers, des lutteurs, des grappleurs, des machins. Non mais attends, juste parce qu'il a jamais affronté Conor McGregor. Si tu prends le calibre des adversaires que Khabib a affronté, t'es très loin du calibre des adversaires que Conor a affronté. C'est quand même, je te dis pas qu'il a affronté des combattants bas de gamme, mais la majorité de ses 26 victoires, c'est des combattants pas très forts. Non, des combattants d'élite, le seul qui bat, c'est Rafael Dos Anjos et Edson Barboza, qui était un adversaire sur mesure. Bon, après, regarde McGregor, excuse-moi, il a affronté. Il a affronté José Aldo, il a affronté Chad Mendes, il a affronté Dustin Poirier, il a affronté Ned Diaz, on peut dire ce qu'on veut, mais il a affronté Eddie Alvarez. C'est quand même 5 combattants de très très haut niveau. Je renvoie, Rafael Dos Anjos, il était pas champion de l'UFC, Nurmagomedov l'a battu. Mais Rafael Dos Anjos, au moment où il combat Khabib, il est sur une session. Non, il est sur une. Non, je crois qu'il est sur 4-5 victoires. T'exagères, Taylor. Non, t'exagères. En fait, ce qui se passe, je me rappelle. Rafael Dos Anjos, il a eu un passage à vide à un moment. Voilà. Au début, il est arrivé, on pensait que c'était. Il défonce tout. Il allait tout défoncer et tout. Et il y a un moment où il a un petit passage à vide et on commence à se poser des questions pour la suite. Et puis il change pas mal de choses dans son camp. Il revient et c'est le Dos Anjos qu'on connaît. Mais on peut dire ce qu'on veut. Alors, moi, ma théorie, ça va peut-être pas plaire à certains, mais je reste persuadé que Rafael Dos Anjos, à un moment donné, a été sous vitamine, de très très bonnes vitamines. Donc voilà. Je pense que ça l'a aidé à devenir champion de l'UFC. Ouais, je pense ça l'a aidé à battre Anthony Pettis. Tu veux que je te dise ce que c'est Dos Anjos? Ça a un rapport avec l'USADA, mais je pense que c'est quand ils ont interdit les réhydratations.
Tu penses? Parce qu'il a une coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à couper d'ailleurs depuis D'ailleurs, il il est a monté changé en de catégorie, 170. ouais. Et à partir du moment où l'USADA a interdit, tu sais, la réhydratation comme c'était autorisé, où tu pouvais te prendre une petite perfusion le mercredi pour te réhydrater, c'est là où ça l'a flingué. Ouais, peut-être, mais moi je pense que c'est. Voilà, je pense qu'il a pris quelques vitamines. T'as des infos? Non, il n'y a pas d'infos, mais je sais pas, quand je le regarde, quand je vois cette déclaration, quand je vois sa manière d'appréhender les combats, ce qu'il dit avant, ce qu'il dit après, je me dis, ouais, c'est bizarre, quoi. Il y a un truc. Il y a un truc qui s'est passé. Ok. Mais bon, le fait est que Khabib n'a pas affronté le même calibre d'adversaire que Conor. Que Dos Anjos, quand il l'affronte, c'était un Dos Anjos qui n'était pas forcément à son top. Et que les 3 meilleurs combattants qu'il a affrontés, c'est les 3 derniers. C'est-à-dire le numéro 11 de la catégorie, qui est les 3 quarts du temps agent immobilier. Edson Barboza, qui est un super combattant, mais qui n'a aucune takedown defense. Et Michael Johnson, qui est irrégulier. C'est un peu dur. Il n'a pas affronté un combattant de classe pour l'instant, Khabib. Barbosa était en forme. Barbosa était sur une série de victoires impressionnantes. S'il battait Nurmagomedov, il accédait au titre. Stylistiquement, c'est une sorte de style. C'est une sorte de style. Stylistiquement, il a aucune takedown defense. Oui et non, hein, je suis pas totalement d'accord. Et non, il accédait pas au titre. C'était il battait Nurmagomedov, il accédait au titre. Faut arrêter. Barbosa était sur 4 victoires consécutives quand il a affronté. Non, c'est vrai, il était dans les bonnes conversations. Mais oui, il était en forme. Il était dans les bonnes conversations à ce moment-là. Il avait adapté son style. Au début, c'était vraiment un pur striker. Avec le temps, on l'a vu. Il venait de 2-3 beaux KO. Il défendait mieux les takedowns quand même qu'à ses débuts. On peut pas lui enlever ça. Me donne pas des coups sous la table. Je vais te dire oui. J'ai avec toi. Ok, oui, c'est mieux. Mais tu seras d'accord que sa takedown defense elle est moyenne. Non mais la grande question. Alors on va revenir maintenant sur la dernière partie de cette émission parce qu'il faut bien qu'on arrive à un terme à un moment ou un autre. Les pronostics. Voilà, chacun va donner ses pronostics. De la conférence de presse d'Ali Abdelaziz. Ça va faire trop. Je pense. Alors ce qu'on peut préciser, c'est que Conor McGregor revient à l'UFC avec un nouveau contrat. Ça c'est important. Je peux te faire juste. Je te propose en 1 minute, je te fais l'historique de la rivalité. On parle pas de politique. Non, je te fais l'historique de la rivalité entre les deux. Vas-y. La première, le premier fait, on l'a dit, c'est à l'UFC 205 où l'UFC se sert de Khabib en lui disant écoute, on va te proposer le combat pour le titre contre Alvarez, mais en fait l'UFC n'a jamais voulu le donner à Khabib, il voulait le donner à Conor, c'était juste pour mettre un petit peu la pression sur Alvarez et sur Conor pour qu'ils signent leur contrat pour que le combat se fasse au Madison Square Garden. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Confrontation le jour de la pesée à l'UFC 205 entre les deux, ça s'insulte, ça s'invective, il y a vraiment une sorte d'animosité qui se crée. À la fin de son combat, Khabib dit que Conor c'est un poulet, qu'il a fait que taper et que c'est n'importe quoi, qu'il combatte pour le titre. Conor, après avoir gagné le titre, à sa conférence de presse, dit que Khabib pourquoi pas, mais que pour l'instant il a envie de le voir enchaîner les combats parce que c'est quelqu'un qui se blesse beaucoup trop et qui se présente pas le jour J. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça s'invective sur les réseaux sociaux. Et puis il y a cet incident à Brooklyn où Artem Lobov, qui s'entraîne avec Conor McGregor, qui est aussi son meilleur ami, qui est russe, c'est important de le signaler, qui est russe, et se prend la tête avec Khabib et ses 20 potes qui encerclent Artem Lobov. Khabib met une petite claque à Artem Lobov. Conor, qu'est-ce qu'il fait? Il pète un boulon, il prend 20 potes à lui, ils prennent un jet privé de Dublin, ils arrivent à New York, il y a l'incident du bus qu'on va pas détailler. Entre temps, qu'est-ce qui se passe? T'as Ali Abdelaziz qui est invité, qui fait la tournée des médias et qui insulte copieusement John Kavanagh, qui dit que c'est pas une vraie ceinture noire, que c'est un clown, que c'est le plus mauvais entraîneur de l'histoire du MMA en disant qu'il a ruiné par exemple Gunnar Nelson. Ali Abdelaziz accuse Owen Roddy, le coach de striking de McGregor, d'avoir été à Brooklyn et qu'il faut que la police l'arrête alors qu'Owen Roddy était en Irlande à ce moment-là. Et puis ça continue, ça s'invective, et puis ça aboutit à cette conférence de presse que je pense que beaucoup de gens ont vu, où ça a été un petit peu sale, ça a parlé beaucoup de politique, beaucoup de liens de Khabib avec des figures un petit peu louches. Khabib a lui aussi placé deux trois petites piques. Moi je suis d'origine irlandaise, donc c'est des choses qui se disent pas. Par exemple, pourquoi, si vous êtes si fort que ça, pourquoi vous parlez anglais maintenant dans votre pays? Donc ça a quand même été un petit peu chaud, et puis là on en est au point où vraiment les deux, il y a une haine qui est vraiment réelle. Je pense que c'est pas surjoué, et à mon avis, contrairement au combat contre Nate Diaz où il s'était quand même bien invectivé, je pense pas qu'ils se serreront la main à la fin du combat. Je pense que si, je pense qu'ils se serreront la main, mais... Ça a été loin. Tu sais que Conor a reçu des menaces de mort depuis la conférence de presse. Ça m'étonne pas. Ça doit pas être la première fois de sa vie. Non mais ça m'étonne pas. Il a été sur des points très sales. Les Russes... Il s'en est pris au père de Khabib aussi. Les Russes sont très terre à terre. C'est un peu comme les Brésiliens. Un peu, exactement. Mais c'est pas des Russes en fait, c'est pas un Russe Khabib. Les Dagestanais. Ça n'a rien à voir, Taylor. Ils sont... Ouais, non mais j'étais en Russie il y a pas longtemps et je me suis vraiment aperçu que c'est deux peuples bien distincts. Mais... les Dagestanais sont assez terre à terre, hein. Ils cherchent pas trop à comprendre, voilà, ils sont assez radicaux dans leur manière d'être, donc je suis pas vraiment surpris que Conor ait reçu
des menaces de mort. C'est pour ça même que quand Conor disait je veux prendre Khabib en Russie, à mon avis, c'était un peu- Je pense dès lors qu'un événement à Moscou, ça aurait pu être envisageable, mais là, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des choses que Connor a sorties sur, on sait c'est une zone dans le monde qui a été beaucoup en guerre. Il a sorti des trucs sur les Tchétchènes, sur les Dagestanais, sur la relation entre les deux, sur les relations. Il a traité le père de Khabib, Voilà. il a insulté de lâche parce qu'il fait copain avec Kadyrov, qui est un dictateur, on peut le dire, un dictateur tchétchène. Donc je pense qu'il y a eu des choses vraiment sales et que l'animosité n'est pas feinte. Il y a eu, ils ont frappé vraiment très très bas des deux côtés, quoi. Je veux dire, on est carrément sorti du cadre du sport. D'ailleurs, même, on devrait même pas vraiment rebondir sur tout ça, hein, j'ai envie de dire. On devrait rester, ça rajoute à l'événement, je pense. Maintenant, c'est sûr que, effectivement, vis-à-vis de ça, voilà, il y a une réelle animosité entre les deux, je pense. Mais voilà, moi, je suis pas totalement d'accord avec tout ce qui a pu se dire à la conférence de presse. Je pense qu'on a été un peu trop loin. Sur la promotion du whisky. Ouais. Je rigole. Le whisky encore, ça passait. Là, moi, ça m'a pas choqué le whisky. Le whisky, parce que c'était je me normal, suis parce dit- qu'en plus, ça fait partie du nouveau contrat de Je me suis dit, McGregor. voilà, Voilà. c'est parti de son nouveau contrat. Donc c'est logique. Et puis le mec a été bon, il a du culot, il a ramené sa marque de whisky avec lui, voilà. Et puis ensuite il met McGregor promotion dans la promotion du combat. Donc je veux dire là-dessus, c'est lui quoi. Il a été bon là-dessus. On peut que lui applaudir et lui tirer notre chapeau. Maintenant sur le reste, sur les propos, sur tout ça, moi ça me gêne quoi. Je veux dire. Ça me gêne et puis ça prend des tournures géopolitique, d'opposition déjà géopolitique et puis même un peu de communauté, de religion quoi, un petit peu. L'autre dit Jésus, l'autre dit enfin voilà, j'ai vraiment, c'est tout ce que j'aime pas du sport en fait finalement, la politique, la religion, les trucs. Je pense que chaque chose devrait rester à sa place. Moi je trouve que c'est ce qui est fascinant. C'est tout ce qui m'a pas plu pendant la conférence. Moi je trouve que c'est ce qui est fascinant justement. Ça rajoute une dimension quasiment sociologique et socioculturelle à l'événement. Et c'est pour ça que je pense que ce combat, il faut absolument pas le louper et donc s'abonner. C'est que non, très franchement, on a deux combattants d'élite. On va être d'accord, hein, parce qu'on s'amuse à t'embêter avec Khabib, mais c'est deux combattants d'élite. Oui. C'est les deux meilleurs combattants de la catégorie, qui est la catégorie la plus relevée de l'UFC. T'as deux personnalités totalement opposées, et en plus t'as ce petit piment un petit peu, tu vois, d'une haine qui n'est pas feinte, avec des coups qui sont un petit peu bas certes, mais qui traitent de sujets qui dépassent le sport. Je trouve que juste pour ça, c'est un événement qui est fascinant. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis d'accord avec Jonathan, même si pour moi aussi ils ont été Conor, c'est même Conor qui a été un peu trop loin dans la conférence de presse. Une dernière chose, j'ai vu beaucoup de réactions là-dessus sur les réseaux sociaux. Faut bien que les gens qui sont pas habitués à avoir McGregor et à avoir une fight week avec McGregor, c'est qu'il est survolté pendant les conférences de presse, mais que quand il arrive dans les vestiaires, qui fait la marche jusqu'à l'octogone, c'est la personne le combattant le plus zen et le plus calme que j'ai jamais vu. Il y a vraiment, il y en a ils sont deux. Ils sont deux dans sa tête. Faire la part des choses. Ouais. Vraiment faire la part des choses. Après, je pense vraiment que c'est un réel personnage qui s'est construit. T'as pu le côtoyer, toi. Voilà, je l'ai vu en Irlande. Il était à des années-lumière du Conor qu'on peut voir d'habitude. Donc vraiment, je pense que c'est un réel personnage qui s'est construit. Il a compris comment ça marche. Il a compris ce qu'il faisait vraiment. Il a compris que ça déstabilisait aussi ses adversaires. Voilà aussi que ça déstabilisait ses adversaires. Donc il joue là-dessus, il en fait un max. Et par contre, le jour du combat, il est lui-même. Donc voilà, je pense que faut vraiment faire la part des choses entre le côté showman et le côté athlète. Malheureusement, voilà, quand il est branché sur 201, effectivement, on peut pas vraiment s'en rendre compte. Mais je pense que c'est un très grand athlète. Faut voir comment il s'entraîne. C'est un mec qui fait du yoga, qui fait de la méditation. C'est pas le survolté qui transpire. Énormément sur lui-même. Hein. On sait qu'il fait des camps extrêmement coûteux. Donc, $300,000 contre Diaz. C'est ça, quelque chose comme ça. Donc, il a les moyens maintenant. Ouais, il a les moyens, mais je veux dire, c'est pas parce que tu as les moyens que tu le fais forcément. C'est ce que faisait Georges Saint-Pierre, on s'en souvient, qui s'entourait vraiment des meilleurs. Ou Georges Saint-Pierre aussi, mais après. John Danner et compagnie. Tu vois, donne-moi d'autres, du coup. Ceux qui ont de l'argent. Déjà, si tu commences en carte préliminaire d'un UFC, comment tu veux faire? Pas que ceux qui ont de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup de combattants qui ont de l'argent. Regarde Ronda Rousey. Mais maintenant, qui font un peu d'économie de bout de chandelle, quoi. Je veux dire. Mais Ronda, je pense pas que c'était des économies. Hein. C'est vraiment un lien affectif qu'il y avait avec son coach. Il y a un lien affectif, mais il y a aussi beaucoup de combattants qui se disent j'ai déjà ma recette qui fonctionne. Pourquoi je vais aller dépenser des sous? Je peux comprendre ça aussi. C'est comme José Aldo qui change pas son style parce qu'il gagne depuis 10 ans avec le même style. Pourquoi changer? Ça peut se comprendre, mais sauf que on se rend compte que c'est pas forcément en termes de longévité, c'est pas
ces athlètes-là qui réussissent. Je D'accord. pense qu'il y a un moment où il faut vraiment faire de l'investissement sur soi-même et chercher à toujours à se perfectionner, à évoluer et à devenir meilleur. Exactement. Nobody in this sport is 26 and up. I told you guys, we're gonna make him humble. Everybody thinks because he speaks so well and he gets so crazy and everything, it makes him sort of less of a fighter. You know where to find me in Game of War. I don't care what country, what city, what kingdom you are in. I'll find you and make you kiss my feet. What Conor is an exceptional world championship fighter. I am in a league of my own here, ahead of everyone in the game, because they are not on my level. October, Las Vegas. It's on, ladies and gentlemen.